Alors, bon, moi j'ai déjà dit beaucoup de ce que j'avais à dire hier, donc je vais faire assez court en fait. Hein. Je ne vais pas reprendre tout depuis le début. Simplement, il m'a semblé intéressant enfin, j'ai imaginé, disons, qu'il y avait d'autres petits aspects propres à la production artistique qui pouvaient éventuellement aller dans le sens de la question qui nous intéresse, c'est-à-dire de la question d'éventuelles inégalités sociales, indépendamment même de ce qui a été pour moi le point de départ de cette réflexion, qui est donc la question de l'imitation, du naturalisme, dont on a beaucoup parlé déjà hier. Et question sur laquelle d'ailleurs Olivia Rivero a apporté des éléments supplémentaires, hein, qui sont des questions non seulement liées à la difficulté même de représentation, hein, du dessin, de ce que ça implique comme apprentissage, et aussi même de la force physique, des difficultés réellement physiques qui sont mis en considération dans la réalisation donc, des œuvres aussi bien pariétales que mobilières. Et d'ailleurs, je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit par Olivia, certains éléments de mon bref exposé vont très fortement converger avec ce qu'elle a évoqué. Alors, le premier indice, vous excuserez une iconographie assez pauvre de manière générale parce que voilà, les choses se sont trouvées comme ça. C'est plus des documents, je dirais, de synthèse qu'une démonstration très, très étoffée. Et vous allez vous en rendre compte vous-même. Le premier indice de ce qui pourrait être éventuellement des soupçons de production liés à des structures sociales hiérarchisées, c'est quelque chose sur lequel peut-être on n'insiste pas assez souvent, hein, qui est le caractère excessivement stéréotypé de ces représentations. Depuis très longtemps maintenant, je travaille sur les manières de représenter, sur ce qu'on appelle le style, qui est un mot qui a plutôt mauvaise presse, mais il se trouve que quand on étudie le style pour lui-même, quand on s'intéresse à ces manières de représenter pour elles-mêmes, en tant que manifestation culturelle, en tant qu'expression culturelle, on se rend compte à quel point la codification de ces images est importante, que la place laissée au hasard est extrêmement réduite, pour ne pas dire nulle, et que donc on a affaire vraiment à ce qu'on pourrait considérer comme des écoles ou des traditions, et que ce phénomène d'école ou de tradition a commencé très tôt, hein, sans doute dès le début dès le début de la production artistique, donc dès le début du paléolithique, et a perduré sur toute sa durée. Ce qui pose évidemment plein de questions, hein, on en parlait tout à l'heure avec Charles, sur la manière dont une tradition peut se maintenir pendant 25 000 ans dans des sociétés comme celle-ci, c'est-à-dire de tradition orale. Alors, encore une fois, mon exposé, vous m'en excuserez, c'est un exposé assez sommaire, hein. Je vais simplement en faire un espèce de récapitulatif d'idées très, très, très générales. Concernant ces phénomènes d'école, j'ai rassemblé ici, de manière synthétique, donc, quelques représentations, mais qui sont caractérisées par, à mes yeux en tout cas, un certain nombre de conventions communes. Donc là, on est tout à fait donc, dans ce qu'on pourrait appeler un style Chauvet, ou en tout cas de l'époque de Chauvet. Et ça, faut que je comprenne. Ouais, ok. Voilà. Et donc, vous voyez sur cette carte, cette petite carte de répartition, vous voyez donc différents sites dont les œuvres peuvent se rapporter à cette même tradition, qui sont des traditions dont l'expression elle-même, évidemment, peut varier totalement selon les sites, hein, avec des degrés d'élaboration très différents, etc., mais qui ont toutes pour point commun la répétition d'un certain nombre de choses qu'on peut éventuellement donc considérer comme des conventions. Alors, pour le dire très, très rapidement, ici, hein, on peut voir que sur ces dessins, même si sur ces petits schémas, plus exactement, les choses ne vous sauteront pas aux yeux, mais enfin, quand on rentre plus avant dans la production, on s'aperçoit quand même qu'on a bien affaire à des constantes, hein. J'en ai réuni 3 ici. La première, c'est cette particularité, disons, de figures souvent très, très voûtées, très arquées, avec des encolures comme ça très, très prononcées. Une insistance généralement sur la partie antérieure du sujet, des cornes
de bison, donc sur des silhouettes de profil des cornes de bison qui sont généralement représentées de 3/4, et puis de manière encore plus codifiée ou signée, pourrait-on dire, la manière particulière de représenter sur les rhinocéros les oreilles en forme d'accolade. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été repéré très tôt à Chauvet, peu de temps, enfin, au moment de la découverte, quand on a commencé à regarder tout ça de plus près. Et puis, on s'était rendu compte qu'un peu plus bas, dans la grotte de l'Alden, on avait aussi une gravure d'un rhinocéros qui présentait les mêmes caractéristiques. Toutes ces conventions de forme sont aussi étayées par des conventions, ou en tout cas des choix thématiques communs. On retrouve ici la même convention sur les rhinocéros dans une grotte, vous voyez, très éloignée qui se trouve dans les Carpates, la grotte Kolibo-Aia. Et puis, alors j'ai réuni ici tout le petit corpus de statuettes du Jura souabe sur lesquelles on ne trouve pas forcément ces conventions. Je pense que la raison principale est liée au fait que ce sont des statuettes et ce ne sont pas des représentations graphiques. Donc elles ne portent pas totalement les mêmes indications. En revanche, leur proximité thématique et chronologique a fait que pour beaucoup de spécialistes, l'ensemble du Jura souabe appartient bien à cette même tradition donc de l'Aurignacien. Bon, 35 000, mais quand on avance plus loin dans le temps, on s'aperçoit que la codification reste tout à fait impressionnante aussi. On voit ici, donc, autour du XXe millénaire, la manière dont une même école, une même tradition est diffusée de manière importante dans le sud-ouest de l'Europe occidentale, de l'Andalousie, grosso modo, jusqu'en Aquitaine, peut-être même au-delà. Et alors ici, cette tradition sur laquelle j'ai pas mal travaillé, puisque en fait, je l'avais identifié, ou en tout cas j'avais mis en évidence certains éléments qui la composent quand je travaillais sur les gravures de la vallée du Coa. Et j'avais, sur le site même du Coa, bien avant de faire ces comparaisons régionales et extra-régionales, j'avais identifié 3 grandes caractéristiques qui étaient d'une part des représentations, vous voyez que c'est très différent de ce qu'on a vu avant, des représentations qui étaient limitées à un simple contour linéaire, ce qui en soi n'est pas un phénomène extraordinaire ou exceptionnel. En revanche, ce qui était plus singulier, plus étonnant, c'était la manière dont ce contour simultanément reproduisait ou se construisait sur des espèces de formes ou de formules géométriques répétitives. Et parmi ces construction géométrique, j'avais repéré, il y en a en fait beaucoup, mais j'avais repéré notamment cette manière de dessiner les aurochs avec une tête extrêmement droite, avec vous voyez cette ligne frontale là, totalement rectiligne. Alors il peut y avoir évidemment des variations, mais globalement on voit des têtes très droites, allongées, de forme rectangulaire, avec une extrémité souvent qui se termine en angle droit. Et on avait aussi d'autres formes très géométrisées, je ne vais pas toutes les détailler ici, mais une qui pour moi était tout à fait caractéristique car elle se répétait indépendamment même de l'espèce figurée, c'était cette manière de dessiner la ligne du ventre et le bord antérieur de la patte arrière, de 2 courbes, on pourrait dire d'orientation inversée, ou en tout cas dans une logique qui évoque un peu un système de courbes et de contre-courbes, avec parfois même, comme une forme d'insistance sur ce motif, le fait de déporter légèrement la ligne ventrale et de créer en négatif, en quelque sorte, ce dessin en pointe qu'on retrouve, comme vous le voyez, sur des sites relativement proches les uns des autres, mais parfois beaucoup plus éloignés. C'est le cas, par exemple, si vous vous intéressez ici, mais on a aussi d'autres exemples à la Pileta, pas forcément sur ce dessin, mais enfin, on voyait là une manière de faire qui était très simple en apparence, mais qui semblait témoigner d'un certain choix, d'un certain parti pris. Alors ça, c'était pour ce qui était du traitement du contour. Mais il y avait d'autres particularités communes qui étaient en particulier l'absence totale ou presque totale de détails internes, d'informations anatomiques. Alors, je dis presque total parce qu'il était possible de temps en temps d'avoir l'information, enfin d'avoir le détail d'un œil ou d'une bouche ou d'un naseau, comme ça, mais enfin c'était traité de manière extrêmement laconique, par un point, un simple point. On était très loin des exemples qu'a montré Olivia tout à l'heure. C'était vraiment, on voyait un langage très économe.
Et en revanche, ce désintérêt apparent pour donc les informations que j'appelle génériques, hein, les informations qui au fond ne sont pas spécifiques ou ne permettent pas d'identifier directement l'espèce, hein, un œil, enfin l'œil, la bouche ou le pelage en particulier. À côté de cette absence, on avait des informations très systématiques et très récurrentes. En particulier, voilà, vous voyez ce petit arrondi ici hein, qui marque le maxillaire inférieur du cheval, la ganache du cheval, qui est tout à fait systématique, ou de la même manière un renflement très fréquent ici au niveau du garrot. Donc des petites annotations qui permettaient, au fond, même sur des dessins incomplets, et ils le sont, oui, ils peuvent l'être très souvent, en particulier dans la vallée du Coa, je veux dire incomplets parce que altérés, on pouvait reconnaître du premier coup d'œil, au fond, l'espèce figurée. Et puis enfin, troisième et dernier caractéristique commune, point commun à toutes ces figures, qui se comptent donc à plusieurs centaines, on avait cette manière de dessiner les pattes avec un membre unique à chaque train et systématiquement dépourvu d'extrémité, hein, c'est-à-dire pas de sabot. Alors, il existe parfois des variations, je ne rentre pas dans le détail et l'explication que je pourrais accorder à ces variations maintenant, mais en gros, sur l'essentiel du corpus, on avait donc cette même manière de dessiner les pattes. Et là encore, je l'associe, je dirais, avec la caractéristique précédente, hein, c'est-à-dire un style délibérément schématique, délibérément simpliste, qui ne s'embarrasse pas de détails trop précis. C'est-à-dire qu'en fait, les pattes, ici, elles sont totalement négligées parce que les pattes n'entrent pas dans ce qui serait enfin, ne servent pas à caractériser particulièrement l'espèce, et donc on considère qu'elles sont d'un détail accessoire ou anecdotique. Alors, ça, c'est autour du XXe millénaire. Et puis, encore en avançant un petit peu, mais on pourrait continuer comme ça à avancer, j'ai regroupé ici un petit échantillon de représentation qu'on pourrait donc rapprocher de l'art qu'on trouve à Lascaux. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le style à cette époque. Moi, j'ai simplement regroupé ici quelques caractéristiques, quelques grandes tendances. Parmi elles, donc cette manière très connue, très commentée depuis longtemps hein, de représenter les pattes en perspective, en laissant un espace vierge, hein, ce qu'on appelle une réserve, hein, et donc qui permet de différencier la patte destinée à l'arrière-plan hein, du reste du corps. Alors parfois, ça échoue, ça ne se fait pas, mais c'est le procédé qui a été utilisé donc, pour marquer au niveau des pattes comme au niveau des oreilles, pour marquer une différenciation des plans. Ça, c'est un élément. Bon, le caractère pensu, ventru des animaux, ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent à cette époque-là. Beaucoup d'animations avec des mouvements parfois assez exubérants, et puis un intérêt totalement contraire à ce qui vient d'être vu quelques millénaires plus tôt, c'est-à-dire au contraire là des extrémités avec beaucoup d'informations, la représentation du jarret, de l'ergot, et souvent sur les chevaux en particulier, mais souvent des sabots très marqués, des sabots boutés, hein, comme on les appelle, et qui donc contribue, on va dire, à définir ce style de l'époque de Lascaux. Alors, cette codification, c'est surtout ça qui nous intéresse, pour moi, elle n'est pas innocente. Hein, elle a forcément une vocation, et je ne vois pas tellement d'autres vocations que celle de transmettre un message. Donc, on voit bien qu'il y a une volonté extrêmement importante, sociale, de transmettre un message. Alors, vous imaginez le message auquel je pense. Effectivement, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui justifie tout un tel investissement sur l'apprentissage si ce message n'est pas de la plus haute importance. Alors, je ne peux pas évidemment aller beaucoup plus loin, mais il me semble que la transmission éventuelle de prérogatives ou de privilèges pourrait être une des raisons pour lesquelles les sociétés du Paléolithique supérieur européen ont mis en œuvre un système de transmission aussi rigoureux de ces images
destinée donc à permettre hein, la pérennité du système, en quelque sorte. J'ai réuni donc, ces deux dessins. On avait parlé de Gabillou avant-hier, ou hier même. Et c'est un exemple que je trouve... le cas de Gabillou est un exemple très amusant, puisque en fait... d'ailleurs, je crois même que toi, alors, tu as insisté sur la mauvaise qualité, enfin en tout cas, alors non mais moi je vais le dire. En fait, à Gabillou, il y a un style, il y a une manière, il y a un dessin qui est assez problématique, hein, il est commenté très souvent comme ça. C'est-à-dire, on voit bien que le geste n'est pas très maîtrisé. Je pense qu'Olivia, avec son expertise, elle pourrait voir pas mal d'approximations dans la manière de tracer les figures à Gabillou. Or, le style de Gabillou correspond, là aussi de l'avis de nombreux commentateurs, correspond précisément, on va dire dans les grandes lignes, reprend beaucoup du style de Lascaux. Hein. On retrouve les mêmes conventions, et en particulier, on retrouve cette réserve que j'ai montrée, bon, qu'on voit peut-être pas très bien sur ma photo qui est mauvaise, là, mais en tout cas, si vous le regardez vous-même, sur d'autres documents, vous retrouverez tout à fait les éléments du langage qu'on trouve à Lascaux. Et au fond, cette contradiction entre un style très élaboré, hein, très compliqué, qui met justement en perspective, si j'ose dire, qui met en œuvre des systèmes de représentation tridimensionnelle, il est amusant, je trouve, de voir le contraste qu'il y a entre la mauvaise ou les difficultés d'exécution des figures et ce code déjà très élaboré. Et ceci me laisse à penser que, en quelque sorte, les dessins étaient, ou la transmission du code précédait la maîtrise du dessin, ou en tout cas qu'on pouvait représenter le code sans encore maîtriser totalement le dessin. Et ça, c'est important, puisque, à mes yeux, en tout cas, ça ne fait que renforcer ce sentiment que, d'une certaine manière, alors, en tout cas peut-être à certaines époques, ces représentations excessivement codifiées étaient en quelque sorte, on pourrait presque dire, apprises, et peut-être même apprises par cœur. Pourquoi je dis apprises par cœur? Parce que on retrouve... Alors, encore une fois, il faut être un petit peu tolérant, parce que là, je ne peux pas m'engager dans une démonstration qui serait évidemment beaucoup trop longue, mais il se trouve qu'on retrouve des liens, des parallèles forts entre l'art de Lascaux et ce qui précède immédiatement, et en particulier cet art dont je vous ai montré les principales caractéristiques qui datent donc, on va dire, approximativement autour du XXe millénaire. Et parmi donc, la répétition de ces conventions, donc beaucoup plus tard quand même, hein, 3 ou 4 000 ans plus tard, on retrouve, vous vous rappelez ce que je vous ai montré là tout à l'heure à propos des têtes de roc, hein, on retrouve tout à fait le même type de tracé à Lascaux. Parfois même si c'est sur un exemple très isolé, hein, on a le sentiment de retrouver cette manière de dessiner la ligne du ventre et du bras antérieur de deux arcs, voilà, presque inversés ou disposés de manière comme ça, très angulaire, très géométrique. On pourrait, encore une fois, si on avait plus de temps, discuter hein, de tout ce traitement de lignes courbes, épurées, très régulières qu'on retrouve et qui était déjà tout à fait présent dans les conventions donc, de ce style antérieur. Bref, je me suis posé la question, et je me la posais déjà à l'époque quand j'étudiais les gravures du Koa, de savoir si au fond, toute cette géométrie qui était mise en œuvre ne servait pas comme un repère, si vous voulez, comme une sorte de carton, de canon, pour pouvoir répéter les dessins de manière totalement stéréotypée, standardisée, avec un minimum de variation. Donc c'est vous dire encore une fois si cette question de la codification est importante. Et encore une fois, là, je ne vois pas tellement d'autres raisons que celle d'assurer la transmission la plus évidente, hein, la transmission d'un message social qui ne soit parasité par le moins de choses possibles. Hein. Il y a vraiment pour moi une volonté là de standardisation, de stéréotypie très forte, malgré les éléments naturalistes qui peuvent aussi intervenir et dont on voit très bien hein, les écarts entre la période
donc, où on est ici autour du XXe millénaire, et puis l'époque de Lascaux, où on voit que tout le dessin s'enrichit de nombreuses conventions supplémentaires. Mais malgré, enfin, conventions ou éléments de description, mais malgré ces différences, on retrouve encore en arrière-plan les restes donc, de ce système de représentation conventionnelle. Alors, là encore, c'est une présentation extrêmement synthétique, mais il faut bien considérer que si j'établis un lien entre ce système conventionnel et la transmission d'un message de la plus haute importance, en tout cas un message qui manifestement était important pour les paléolithiques, c'est aussi le fait qu'on peut difficilement imaginer que la répétition de ces conventions ait pu se dispenser d'une forme d'apprentissage. Alors, on a évoqué la question de l'apprentissage technique, hein, on en a parlé notamment hier concernant le naturalisme. On se doute qu'effectivement, personne ne peut dessiner un cheval comme on le voit à Chauvet ou ailleurs sans beaucoup de pratique et d'entraînement. Mais il y a, indépendamment même de la partie de la dimension technique, il y a aussi la question du code, donc il y a la question de l'apprentissage stylistique. Et ce qui est frappant, c'est donc se dire, bon, bah, manifestement, il a fallu mettre en œuvre cette forme d'apprentissage, ce qui évidemment nous renvoie à la question de la spécialisation dont on a déjà beaucoup parlé, mais je doute encore une fois que la transmission du code ait pu se dispenser d'une forme d'enseignement actif, hein, donc des lieux ou des structures permettant d'assurer la pérennité, encore une fois, de ce code. Et il se trouve, on a peu travaillé sur ces questions, parce que pendant très longtemps, au fond, on a peut-être fait l'économie de ce questionnement sur l'apprentissage, la transmission, etc. Mais il se trouve que, et même si on ne peut pas non plus exclure qu'il y ait eu beaucoup de supports pérennes qui aient disparu, on a quelques sites bien connus dans lesquels on trouve des indices peut-être troublants, je ne sais pas, mais en tout cas des indices de ce qui pourrait être des lieux qui auraient été dédiés à l'apprentissage. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait nécessairement des lieux spécifiquement dédiés à l'apprentissage, mais il se trouve qu'on connaît plusieurs sites paléolithiques dans lesquels on a trouvé des témoignages qui, à mes yeux, sont questionnants, disons. Et notamment ici, j'ai mis quelques petits exemples qui viennent de la grotte du Parpaillot, mais on pourrait parler aussi bien des plaquettes de la Marche ou dans l'Aisne, dans lesquelles on a des figures qui répondent à certaines des caractéristiques qu'on peut voir ici. Et ces caractéristiques, c'est quoi ? Ce sont très souvent des figures très fragmentaires, excessivement fragmentaires, donc un avant-train, un arrière-train, une patte seule, un bout de tête, etc. Donc des choses qui sont très inhabituelles, je dirais, pour l'art pariétal. Je sais qu'il existe des figures incomplètes dans l'art pariétal, mais là, il y a vraiment des portions d'éléments qui ne renvoient pas du tout à ce qu'on peut retrouver par ailleurs sur les parois des grottes. Et puis surtout une maladresse très généralisée, hein, avec des fautes de dessin tout à fait évidentes. Et je dirais que l'association de ces deux critères, au fond, me font me poser la question de me dire, mais au fond, est-ce que voilà, ici, est-ce qu'on n'a pas un exemple d'un lieu possible qui aurait été donc consacré à l'apprentissage artistique ? On notera aussi que toutes ces représentations, dans leur choix thématique, si je puis dire, elles vont totalement dans le sens de l'art pariétal. C'est-à-dire qu'on n'a pas de déviation ou d'introduction d'éléments nouveaux qui pourraient laisser entendre que, au fond, ce sont simplement des petits gribouillages de gens comme ça. On est totalement dans la même thématique que l'art pariétal. Simplement, on a donc des grosses difficultés de réalisation, avec parfois aussi, d'ailleurs ça c'est un élément aussi à reprendre, parfois au contraire des dessins dans le lot, tout d'un coup un dessin beaucoup plus maîtrisé, ce qui renvoie aussi éventuellement à l'idée qu'il y ait pu avoir des gens avec des niveaux de savoir différents et éventuellement des maîtres au milieu d'apprentis. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est quelque chose on en a vu un petit aperçu, c'est la question qui me semble tout aussi questionnante, si je puis dire, qui est celle de la diffusion de ces traditions sur des distances parfois tout à fait considérables et même spectaculaires.
Et au fond, je me dis que cette diffusion, elle n'a pas de... J'ai beaucoup de mal, si vous voulez, à relier ça à ce que je connais, moi, des sociétés de chasseurs, on va dire, pour faire simple, égalitaires. Hein. Je ne dis pas du tout qu'il n'y ait pas de circulation, d'échange, on en a parlé hier, etc. Mais il me semble que dans les sociétés de type inégalitaire, au fond, la vocation même de ces sociétés, enfin leur parti pris, le fait qu'il y ait cette compétition au prestige, etc., fait que, généralement, d'après mes lectures en tout cas, on a les objets culturels, les productions culturelles sont amenées à circuler sur des distances beaucoup plus importantes. Et que, au fond, là encore, je m'interroge et je me dis, cette diffusion du style sur des centaines, voire parfois des milliers de kilomètres, est-ce qu'elle n'est pas le signe de réseaux d'échanges extrêmement vastes, produits par le désir, le besoin même, parce qu'il y a des biens, en admettant l'hypothèse qu'on ait affaire à du stockage, on peut avoir des biens alimentaires qu'on va vouloir transformer en des objets pérennes, mais aussi parce qu'on a des alliances qui vont se faire pour des raisons d'ordre stratégique, on va dire, ou intéressées sur des distances très importantes, et qu'on sait que ces mécanismes d'alliance sont généralement le lieu et le moment d'échange de biens de prestige, ou en tout cas de biens avec une certaine valeur. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Au fond, cette très grande diffusion, est-ce qu'elle n'est pas aussi un indice possible de structures sociales déjà hiérarchisées? Voilà, donc là j'ai mis ici un petit exemple donc, par rapport aux trois traditions ou écoles qu'on a vues un petit peu plus haut. Hein. Donc, voilà, bon, en gros, vous voyez que... Alors, la carte est un petit peu trompeuse parce qu'encore une fois, elle prétend englober des choses qui parfois ne sont pas directement concernées, mais en gros, on voit quand même qu'on se trouve sur des distances qui peuvent parfois excéder les 1000 km en ligne droite. Hein. On a, je ne crois pas que j'ai une diapo ici, mais on a dans les Pouilles, on a des... Donc en fait, on s'arrête un peu plus haut, là, on s'arrête là. On a dans les Pouilles un petit fragment de dessin d'une patte de cheval avec un sabot bouleté qui est totalement... On le verrait à Lascaux, on a l'impression de le voir, en fait. C'est totalement identique à ce qu'on connaît par ailleurs à Lascaux. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil parce que Charles hier a passé cette diapositive que je n'avais pas encore mis dans mon PowerPoint, je l'avoue. Non, ça c'est un article qui est paru très récemment par Catherine qui n'est plus là, mais Catherine et Hugues Plisson, donc, et d'autres encore, ils ont publié cette gravure qui se trouve donc dans l'Altaï et qui, pour moi, reproduit totalement les canons de ce style que je vous ai montré tout à l'heure, hein, autour de 22 000 ans. Vous voyez même que on a ici ce même dessin hein, que j'évoquais déjà tout à l'heure. Vous voyez, d'accord. Et puis l'absence de détails, le traitement des pattes, etc. Et je crois que Hugues m'a dit pas plus tard qu'hier qu'on avait une datation hein, qui était autour de... Alors, en fait, c'est le désenglacement du rocher hein, qui a été daté de... Voilà, autour de 18 000, ce qui est tout à fait raccord hein, donc avec cet art Enfin, tout à fait raccord. En tout cas, qui ne paraît pas incohérent avec cette tradition donc, autour du XXe millénaire. Voilà, pour encore une fois évoquer l'importance de ces phénomènes de diffusion. Et puis alors, pour finir, je voudrais évoquer un troisième point qui me semble alors celui-là peut-être moins symptomatique, mais en tout cas très questionnant, je dois dire, qui est celui de l'existence pas simplement de traditions ou d'écoles, mais aussi d'évolution interne à ces écoles. C'est-à-dire le fait que certains styles se transforment, évoluent, et en particulier évoluent vers, dans l'exemple que je vais vous montrer là, vers un naturalisme plus grand, plus important.
Donc là, on reprend un certain nombre d'éléments que je vous ai montrés précédemment, hein. Et donc, les recherches que je mène m'ont poussé, donc, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, à établir un lien de filiation entre l'époque, hein, de ces gravures de la vallée du Coa et ici l'art de Lascaux, mais on a vu pas uniquement de Lascaux, hein, de Lascaux et de tout un tas d'autres sites en Europe occidentale à la même époque. Et au fond, si on devait définir, hein, les propriétés de cette évolution, on part d'un système, comme on l'a vu, très peu porté sur l'observation, très peu porté sur la description, hein, pattes totalement négligées, absence de détails internes, etc. Et puis, on voit que, il faut passer directement à la phase Lascaux pour se rendre compte, mais on voit que cette même art de la silhouette, si je puis dire, vient se nourrir de tout un tas d'éléments, et en particulier de traitements beaucoup plus élaborés de pelage interne, avec des effets tridimensionnels d'expression du modelé, du relief, etc. Et puis, surtout, cette innovation très forte, hein, de la réserve qui permet d'exprimer les pattes en 3 dimensions. Alors, je pense qu'en regardant ces 3 images, il faut mesurer ce que signifie l'invention de la réserve dans cette tradition. C'est une solution plastique extrêmement, à la fois évidemment très ingénieuse, mais surtout qui était qui marque vraiment pour moi une rupture très importante par rapport au passé. C'est-à-dire que, en fait, la particularité de ces gravures du Coa, c'est que le contour, comme vous le voyez, est totalement linéaire. Dans cette conception linéaire du contour, hein, où il n'y a pas d'expression de plan possible, hein, tous les éléments de la figure se dessinent exactement comme sur une ombre chinoise. Lorsque vous dessinez les membres, lorsque vous sortez de ce système, et il se trouve que ça arrive parfois, y compris dans la vallée du Coa, mais dans d'autres sites de la même époque, quand vous sortez de ce système de pattes uniques dépourvues d'extrémités et que vous essayez d'aller un petit peu plus loin dans la représentation des membres, et d'en représenter 2 notamment, 2 à chaque train, on arrive à ce cas de figure-là, c'est-à-dire des membres qui sont totalement rabattus, hein, sur le plan du dessin, c'est-à-dire totalement frontalisés. Et dans cette conception linéaire du contour, on n'a pas de possibilité de représenter autrement. On n'a pas la possibilité de représenter les pattes en perspective, en tout cas avec un sentiment de profondeur. Et donc c'est sur ce même modèle, sur ce même schéma, vous voyez, que c'est l'introduction de la réserve, donc qui va permettre d'exprimer cette profondeur et qui va donner lieu, je pense, à la même époque, au développement, à tout cet intérêt pour l'animation qui était là aussi impossible dans les millénaires qui précèdent. Bref. Là n'est pas exactement mon propos. Ce qui, moi, me trouble le plus, disons, c'est le fait qu'on puisse concevoir, à cette époque, une évolution interne du style. Alors, je vais peut-être employer des mots excessifs qui vont vous sembler un peu exagérés, mais il me semble que là, ce type d'évolution... D'abord, moi, à titre personnel, je ne connais pas vraiment, dans l'art de société de chasseurs-cueilleurs, d'évolution du style. Je connais des styles qui disparaissent, qui sont remplacés par d'autres, mais une évolution du style, c'est pas quelque chose que D'ailleurs, je crois même que Marie, hier, a évoqué cette question-là, en disant que le style, y compris sur la côte nord-ouest, était extrêmement stable, évidemment, donc pour les raisons de fonction sémiologique, hein, que j'ai évoquées plus tôt. Et au fond, je vois donc dans cette évolution interne du style déjà un petit peu une forme de rapport historique, hein, le fait que finalement, manifestement, cette société n'est pas dans la conservation exclusive de ces traditions, hein. C'est Pierre Clastre qui disait qu'il n'y avait pas plus conservateur qu'une société égalitaire. Le fait que là, manifestement, dans cette société, on s'autorise des évolutions de la représentation, des transformations du code. Et, encore une fois, je vois ça comme le symptôme éventuel donc d'une société qui est travaillée par des rapports de force, et que ces rapports de force sont aussi ce qui peut permettre ce type d'évolution. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est au fond
dans les situations comme on connaît sur la côte nord-ouest, mais surtout dans l'histoire de l'art en général, au fond, c'est l'art dans les sociétés à élite, c'est la compétition entre les élites qui est en général, enfin, qui permet l'évolution du style. Parce qu'il y a une compétition justement qui se manifeste aussi au niveau des formes d'ostentation, c'est fini, des formes d'ostentation et du prestige. Et c'est cette même compétition qui est à l'origine d'une compétition entre les artistes. C'est-à-dire qu'elle oblige en quelque sorte les artistes à se surpasser, à se dépasser pour créer des formes nouvelles qui correspondent plus à l'ère du temps. Alors je sais que j'ai le sentiment de prononcer des mots qui peuvent paraître assez déconnectés de la réalité, mais en tout cas je m'interroge, je n'ai absolument pas de réponse, mais je m'interroge sur les conditions sociales qui ont pu permettre ce type d'évolution interne d'un style qui me semble quelque chose de tout à fait questionnant et d'une certaine manière perturbant. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Marie, est-ce que tu veux revenir sur ce point de... Une seconde, le micro arrive. Non, ce que j'avais dit, c'est qu'il y avait quand même des ébauches, hein, et que ça s'est vraiment standardisé beaucoup plus tard, et qu'effectivement, on avait trouvé des éléments, par exemple dans la zone méridionale, qu'on retrouvait après dans la zone septentrionale. Mais on a un grand gap parce que, effectivement, on n'a pas retrouvé toutes les productions en bois, on ne les a pas retrouvées. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment mesurer les différentes étapes de l'évolution. Et j'en ai pas parlé hier, mais on a retrouvé un site sur la côte ouest, à la pointe de la péninsule olympique, dans l'État de Washington, où c'était un site qui avait été enseveli par une coulée de boue. Et on a trouvé, c'était donc chez les Macas, des chasseurs de baleines. Je rappelle que c'est simplement sur la côte ouest, les Nootka, les Nuchanuth et les Macas qui étaient chasseurs de baleines. Et effectivement, on a trouvé des outils, etc., 55 000 objets. Et on voit bien aussi là, donc, plus que des ébauches, on voit déjà des choses qui se mettent en place par rapport à... Oui, voilà. Ça, c'est daté de quand ? C'était 500 avant aujourd'hui, à peu près. 500, il y a 500 ans. On a une question de Rémi Labrusse et après Jean-Marc Pétillon, qui se laisse la priorité très élégamment. Moi, je vais répéter la même. Je risque de dire des choses que vous avez déjà dites avant, comme je viens d'arriver. En fait, j'ai deux questions, Emmanuel. Donc, à partir d'une constatation dont on a déjà parlé ensemble, en fait, ta démarche, elle substitue au vieux comparatisme ethnographique, donc que tu critiques, un comparatisme de l'histoire de l'art. C'est-à-dire, tu reprends un peu les méthodes. Toi-même, tu fais référence au connoisseurship, voilà, de la tradition antiquaire, etc., avec des concepts. Donc en fait, c'est la même chose. Le comparatisme ethnographique, tu avais un ensemble de concepts et puis tu avais un champ d'application qui était donc les sociétés contemporaines, donc non marquées par l'impact de l'histoire occidentale, etc. Et puis pour l'histoire de l'art, tu as aussi un ensemble de concepts que tu reprends, le style, la réserve, par exemple, les plans, etc., etc. Et tu as aussi un champ d'application qui est l'évolution des formes en Occident depuis l'Antiquité gréco-romaine. C'est là que ça s'est vraiment appliqué, cet ensemble de concepts. Alors là-dessus, moi j'ai deux questions. La première, c'est que ça correspond à ton premier livre. Pourquoi donc tu mets vraiment l'accent totalement sur le dessin. Or, dans la connoisseurship et la tradition de l'histoire de l'art et de l'analyse du style, il y a le dessin, plus la couleur, plus la composition, plus la matière. Et donc, est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que tu voudrais intégrer ces autres aspects ou pas? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est que donc, la méthode du comparatisme ethnographique s'est écroulée
parce qu'elle n'avait pas intégré sa propre critique, au fond qu'elle n'avait pas, conceptualisé ce qui est le propre de toute comparaison, c'est-à-dire qu'elle a forcément ses limites épistémologiques, elle ne peut pas aller jusqu'au bout d'un discours de vérité, et ça, elle ne le disait pas. Et donc, c'est automatiquement, du coup, sa capacité à dire la vérité s'effritait, s'écroulait, et elle a été critiquée pour ça. Dans ton cas, qui est une autre forme de comparatisme quand même, quelles sont les limites finalement de ce comparatisme? Et moi, je te propose, en t'écoutant là, me venait l'idée de deux aspects. Le premier aspect, c'est le fait que dans le principe du style tel qu'il est analysé par la tradition de l'histoire de l'art, il y a un phénomène systématique de différenciation. Qui, mettons par exemple, si on prend sur une durée qui est à peu près similaire à celle que tu prends, c'est-à-dire 2000 ans, disons, plutôt un millier d'années, ou quelques siècles, peu importe, parce que c'est vrai qu'on raisonne sur des catégories de temps très très floues et de toute façon très grandes. Tu prends la source gréco-romaine, mais la source gréco-romaine, donc, elle va se différencier précisément dans des sociétés inégalitaires entre un sud de la Méditerranée, donc monde islamique en gros, qui va insister sur l'aspect absolument non naturaliste, tandis que le nord de l'Europe, lui, va développer par opposition quelque chose qui est très grossièrement, disons, de l'ordre d'un naturalisme du coup conquérant, agressif, pour aller contre son voisin, quoi, finalement. Et ça, j'ai l'impression que ça n'apparaît pas tellement dans ce que tu nous montres. Ces espèces de différenciation synchronique, pas diachronique, mais synchronique au même moment. À l'intérieur d'un même espace. Toi, tu insistes au contraire sur le fait que donc synchroniquement, ça se diffuse partout et que c'est toujours la même chose de tous les côtés. Donc il n'y a pas d'aspect d'utilisation de la forme pour valoriser et renforcer des stratégies de pouvoir, quoi, finalement, entre des groupes humains ou entre des cultures, entre des entités politico-sociales qui vont vouloir se différencier pour s'opposer. Premier aspect, et donc la différenciation. Je rappelle qu'il y a un dernier intervenant après, donc si on peut être bref dans les questions. Et deuxième aspect, c'est la longue durée, en fait, parce que précisément dans l'histoire de l'art, ce qui compte dans l'histoire du style, c'est qu'il se définit par sa courte durée. On s'oppose justement entre Florence et Venise, on fait un dessin à Florence, et puis on accentue la couleur à Venise, et puis ça dure très peu de temps. Et aussitôt, c'est retransformé par un autre style qui va recouvrir le premier, etc. C'est un phénomène d'emballement, quoi, finalement, et d'accélération, que tu ne montres pas non plus dans ton... Très brièvement. Très brièvement. Oui, on va en parler ce soir. On va avoir la courtoisie de laisser de la place à Clément. Bien sûr, évidemment. Oui, et voilà, et on a 3h30 demain matin pour en discuter. Bon, en deux mots, non mais alors vraiment très très brièvement... Non, même pas. Si, brièvement, parce qu'il y a Jean-Marc Pétillon qui a une question. D'accord. Non, juste très très brièvement. Bon, là c'est très vaste et très 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 intéressant. Alors, moi, je vais me limiter là à ça maintenant, et puis on en reparle avec grand plaisir tout à l'heure. Je ne me défie pas du tout. Enfin, j'ai pas de difficulté particulière avec le comparatisme. C'est même ethnographique, j'entends. C'est même plutôt une approche que je trouve tout à fait salutaire. Simplement, je ne pars pas de l'ethnographie comme point de départ, si tu veux, que des données ethnographiques pour justifier ou pour expliquer ce que je vois du paléolithique. C'est plutôt le contraire, mais bon, ça c'est une démarche tout à fait courante et surtout aujourd'hui. Mais par ailleurs, j'ai au contraire beaucoup besoin de l'ethnographie pour pouvoir valider éventuellement ce que les images semblent m'indiquer. Tu vois ce que je veux dire? Et de fait, je vais tout à fait dans le sens que tu évoquais. L'histoire de l'art me semble être un référentiel ethnographique, si j'ose dire, tout à fait acceptable. On reviendra demain dessus. Dernière question par Jean-Marc. Oui, c'était une remarque à propos de ton dernier point sur l'évolution du style. Ouais. En faisant très vite, ton premier style, il est contemporain de l'Aurignacien, culturellement. Oui, absolument. Le deuxième, c'est le Gravettien. Et le troisième, c'est du post-Gravettien, peut-être qui tire jusqu'au début du Magdalénien. Enfin, voilà. Les deux premières cultures, c'est des cultures pan-européennes.
Et ensuite, après le Gravettien, pour des raisons environnementalo-climatiques, il se produit cette espèce de césure où l'Europe de l'Ouest part dans une séquence particulière avec le Solutrien, le Badgoulien, le Magalinien, alors que l'Europe du Sud-Est, c'est ce qu'on appelle l'épigravettien. Du coup, est-ce que cette évolution, elle ne peut pas aussi avoir un lien avec le fait que tu avais des liens, des réseaux, des structures sociales qui assuraient la transmission d'un même style à une échelle pan-européenne, et que de toute façon, vu la transformation environnementale et culturelle de l'Europe qui se produit juste après, ces réseaux ne peuvent pas vraiment persister de la même manière. Donc est-ce que ce n'est pas aussi signifiant que cette nouveauté, elle apparaît à un moment où les anciens réseaux, de toute façon, sont désorganisés, oui. ne peuvent peut-être plus assurer la transmission du style à l'identique, comme ils l'ont fait depuis X 1000 ans. Alors, absolument. Je pense que, en tout cas, ce que tu décris résout tout à fait la question, malgré tout, du rétrécissement de la diffusion, puisque on voit bien que arrivé à l'ASCO. Alors, il faudrait aussi, mais là vraiment on n'a pas le temps, mais s'interroger aussi sur le retour au naturalisme à ce moment-là, qui semble, mais encore une fois c'est très très hypothétique, mais qui semble quand même correspondre aussi avec un éventuel retour aux affaires, si je puis dire, si on admet l'hypothèse de société hiérarchisée, puisqu'on est censé sortir du dernier maximum glaciaire. Hein. Donc on pourrait imaginer que ce retour au naturalisme, qui est quand même très frappant à ce moment-là, n'est pas sans lien justement et aussi avec cette transformation environnementale que tu décris. Alors moi je conçois tout à fait le changement d'échelle. Hein. En revanche, je vois moins que ce changement d'échelle implique, si tu veux, une évolution en soi du style. C'est plus ça qui me, tu vois, qui m'étonne. Mais bon. Je dois avouer que je n'ai pas du tout de réponse sur la chose. Merci Emmanuel.